Le vicomte de Bragelonne, partie 14, chapitre 60. Plan de bataille. La nuit était déjà avancée quand l'abbé Fouquet arriva près de son frère. Gourville l'avait accompagné. Ces trois hommes, pâles des événements futurs, ressemblaient moins à trois puissants du jour qu'à trois conspirateurs unis par une même pensée de violence. Fouquet se promena longtemps, l'œil fixé sur le parquet, les mains froissées l'une contre l'autre. Enfin, prenant son courage au milieu d'un grand soupir, « L'abbé, dit-il, vous m'avez parlé aujourd'hui même de certaines gens que vous entretenez. »« Oui, monsieur, répliqua l'abbé. »« Au juste, qui sont ces gens ?» L'abbé hésitait. « Voyons, pas de crainte, je ne menace pas. Pas de forfanterie, je ne plaisante pas. Puisque vous demandez la vérité, monsieur, la voici. J'ai 120 amis ou compagnons de plaisir qui sont voués à moi comme les larrons à la potence. Et vous pouvez compter sur eux. En tout. Et vous ne serez pas compromis. Je ne figurerai même pas. Et ce sont des gens de résolution. Ils brûleront Paris si je leur promets qu'ils ne seront pas brûlés. La chose que je vous demande, l'abbé, dit Fouquet en essuyant la sueur qui tombait de son visage, c'est de lancer vos 120 hommes sur les gens que je vous désignerai à un certain moment donné. Est-ce possible ? Ce n'est pas la première fois que pareille chose leur sera arrivée, monsieur. Bien. Mais ces bandits attaqueront-ils la force armée ? C'est leur habitude. Alors, rassemblez vos 120 hommes, l'abbé. Bien. Où cela ? Sur le chemin de Vincennes. Demain, à 2 heures précises. Pour enlever Lyodot et d'Emery, il y a des coups à gagner ? De nombreux. Avez-vous peur ? Pas pour moi, mais pour vous. Vos hommes sauront donc ce qu'ils font ? Ils sont trop intelligents pour ne pas le deviner. Or, un ministre qui fait émeute contre son roi s'expose. Que vous importe si je paie ? D'ailleurs, si je tombe, vous tombez avec moi. Il serait alors plus prudent, monsieur, de ne pas remuer, de laisser le roi prendre cette petite satisfaction. Pensez bien à ceci, l'abbé, que Lyodot et d'Emery à Vincennes sont un prélude de ruine pour ma maison. Je le répète, moi arrêté, vous serez emprisonné. Moi emprisonné, vous serez exilé. Monsieur, je suis à vos ordres. En avez-vous à me donner ? Ce que j'ai dit. Je veux que demain, les 2 financiers que l'on cherche à rendre victimes, quand il y a tant de criminels impunis, soient arrachés à la fureur de mes ennemis. Prenez vos mesures en conséquence. Est-ce possible ? C'est possible. Indiquez-moi votre plan. Il est d'une riche simplicité. La garde ordinaire aux exécutions est de 12 archers. Il y en aura 100 demain. J'y compte. Je dis plus. Il y en aura 200. Alors vous n'avez pas assez de 120 hommes ? Pardonnez-moi. Dans toute foule composée de 100 000 spectateurs, il y a 10 000 bandits ou coupeurs de bourse. Seulement, ils n'osent pas prendre d'initiative. Eh bien, il y aura donc demain sur la place de Grève, que je choisis pour terrain, 10 000 auxiliaires à mes 120 hommes. L'attaque commencée par ceux-ci, les autres l'achèveront. Bien, mais que fera-t-on des prisonniers sur la place de Grève ? Voici, on les fera entrer dans une maison quelconque de la place. Là, il faudra un siège pour qu'on puisse les enlever. Et tenez, autre idée, plus sublime encore. Certaines maisons ont 2 issues, l'une sur la place, l'autre sur la rue de la Mortellerie, ou de la Vannerie, ou de la Tixeranderie. Les prisonniers, entrés par l'une, sortiront par l'autre. Mais dites quelque chose de positif. Je cherche. Et moi, s'écria Fouquet, je trouve. Écoutez bien ce qui me vient en ce moment. J'écoute. Fouquet fit un signe à Gourville qui parut comprendre.
Un de mes amis me prête parfois les clés d'une maison qu'il loue rue Baudoyer et dont les jardins spacieux s'étendent derrière certaines maisons de la place de Grève. Voilà notre affaire, dit l'abbé. Quelle maison? Un cabaret assez achalandé, dont l'enseigne représente l'image de Notre-Dame. Je le connais, dit l'abbé. Ce cabaret a des fenêtres sur la place, une sortie sur une cour, laquelle doit aboutir au jardin de mon ami par une porte de communication. Bon. Entrez par le cabaret, faites entrer les prisonniers, défendez la porte pendant que vous les ferez fuir par le jardin de la place Baudoyer. C'est vrai, monsieur, vous feriez un général excellent, comme monsieur le prince. Avez-vous compris? Parfaitement. Combien vous faut-il pour griser vos bandits avec du vin et les satisfaire avec de l'or? Oh, monsieur, quelle expression! Oh, monsieur, s'ils vous entendaient, quelques-uns parmi eux sont très susceptibles. Je veux dire qu'on doit les amener à ne plus reconnaître le ciel d'avec la terre, car je lutterai demain contre le roi. Et quand je lutte, je veux vaincre, entendez-vous? Ce sera fait, monsieur. Donnez-moi, monsieur, vos autres idées. Cela vous regarde. Alors, donnez-moi votre bourse. Gourville, comptez 100 000 livres à l'abbé. Bon, et ne ménageons rien, n'est-ce pas? Rien. À la bonne heure. Monseigneur, objecta Gourville, si cela est su, nous y perdons la tête. Eh, Gourville, répliqua Fouquet, pourpre de colère, vous me faites pitié. Parlez donc pour vous, mon cher. Mais ma tête à moi ne branle pas comme cela sur mes épaules. Voyons, l'abbé, est-ce dit? C'est dit. À 2 heures, demain? À midi, parce qu'il faut maintenant préparer d'une manière secrète nos auxiliaires. C'est vrai. Ne ménagez pas le vin du cabaretier. Je ne ménagerai ni son vin ni sa maison, repartit l'abbé en ricanant. J'ai mon plan, vous dis-je. Laissez-moi me mettre à l'œuvre, et vous verrez. Où vous tiendrez-vous? Partout et nulle part. Et comment serai-je informé? Par un courrier dont le cheval se tiendra dans le jardin même de votre ami. À propos, le nom de cet ami? Fouquet regarda encore Gourville. Celui-ci vint au secours du maître en disant « Accompagnez monsieur l'abbé pour plusieurs raisons. Seulement, la maison est reconnaissable. L'image de Notre-Dame par devant, un jardin, le seul du quartier, par derrière. Bon, je vais prévenir mes soldats. Accompagnez-le, Gourville, dit Fouquet, et lui comptez l'argent. Un moment, l'abbé. Un moment, Gourville. Quelle tournure donne-t-on à cet enlèvement? Une bien naturelle, monsieur. L'émeute? L'émeute, propos de quoi? Car enfin, si jamais le peuple de Paris est disposé à faire sa cour au roi, c'est quand il fait pendre des financiers. J'arrangerai cela, dit l'abbé. Oui, mais vous l'arrangerez mal et l'on devinera. Non pas, j'ai encore une idée. Dites. Mes hommes crieront « Colbert, vive Colbert !» et se jetteront sur les prisonniers comme pour les mettre en pièces et les arracher à la potence. Supplice trop doux. Ah, voilà une idée, en effet, dit Gourville. Peste, monsieur l'abbé, quelle imagination! Monsieur, on est digne de la famille, riposta fièrement l'abbé. Drôle, murmura Fouquet. Puis il ajouta « C'est ingénieux. Faites, et ne versez pas de sang. » Gourville et l'abbé partirent ensemble fort affairés. Le surintendant se coucha sur des coussins, moitié veillant au sinistre projet du lendemain, moitié rêvant d'amour. Chapitre 51. Le cabaret de l'image de Notre-Dame. À 2 heures, le lendemain, 50 000 spectateurs avaient pris position sur la place autour de 2 potences que l'on avait élevées en grève entre le quai de la Grève et le quai Pelletier, l'une auprès de l'autre, adossées au parapet de la rivière. Le matin aussi, tous les crieurs jurés de la bonne ville de Paris avaient parcouru les quartiers de la cité, surtout les halles et les faubourgs, annonçant de leur voix rauque et infatigable la grande justice faite par le roi sur 2 prévaricateurs, 2 larrons affameurs du peuple. Et ce peuple dont on prenait si chaudement les intérêts, pour ne pas manquer de respect à son roi, quittait boutique, étaux, atelier, afin d'aller témoigner un peu de reconnaissance à Louis XIV, absolument comme feraient des invités
qui craindraient de faire une impolitesse en ne se rendant pas chez celui qui les aurait conviés. Selon la teneur de l'arrêt, que lisaient haut et mal les crieurs, 2 traitants, accapareurs d'argent, dilapidateurs des deniers royaux, concussionnaires et faussaires, allaient subir la peine capitale en place de grève. Leurs noms affichés sur leur tête disaient l'arrêt. Quant à ces noms, l'arrêt n'en faisait pas mention. La curiosité des Parisiens était à son comble, et, ainsi que nous l'avons dit, une foule immense attendait avec une impatience fébrile l'heure fixée pour l'exécution. La nouvelle s'était déjà répandue que les prisonniers, transférés au château de Vincennes, seraient conduits de cette prison à la place de Grève. Aussi, le faubourg et la rue Saint-Antoine étaient-ils encombrés, car la population de Paris, dans ces jours de grande exécution, se divise en 2 catégories. Ceux qui veulent voir passer les condamnés, ceux-là sont les cœurs timides et doux, mais curieux de philosophie, et ceux qui veulent voir les condamnés mourir, ceux-là sont les cœurs avides d'émotion. Ce jour-là, M. d'Artagnan, ayant reçu ses dernières instructions du roi et fait ses adieux à ses amis, et pour le moment le nombre en était réduit à Planchet, se traça le plan de sa journée comme doit le faire tout homme occupé et dont les instants sont comptés, parce qu'il apprécie leur importance. « Le départ est, dit-il, fixé au point du jour, 3 heures du matin. J'ai donc 15 heures devant moi. Notons-en les 6 heures de sommeil qui me sont indispensables, 6. 1 heure de repas, 7. 1 heure de visite à Athos, 8. 2 heures pour l'imprévu, total 10. Reste donc 5 heures. 1 heure pour toucher, c'est-à-dire pour me faire refuser l'argent chez M. Fouquet, une autre pour aller chercher cet argent chez M. Colbert et recevoir ses questions et ses grimaces. 1 heure pour surveiller mes armes, mes habits et faire graisser mes bottes. Il me reste encore 2 heures. Mordiou, que je suis riche. Et ce disant, d'Artagnan sentit une joie étrange, une joie de jeunesse, un parfum de ces belles et heureuses années d'autrefois monter à sa tête et l'enivrer. Pendant ces 2 heures, j'irai, dit le mousquetaire, toucher mon quartier de loyer de l'image de Notre-Dame. Ce sera réjouissant. 375 livres. Mordiou, que c'est étonnant. Si le pauvre qui n'a qu'une livre dans sa poche avait 1 livre et 12 deniers, ce serait justice, ce serait excellent. Mais jamais pareille aubaine n'arrive aux pauvres. Le riche, au contraire, se fait des revenus avec son argent, auxquels il ne touche pas. Voilà 375 livres qui me tombent du ciel. J'irai donc à l'image de Notre-Dame et je boirai avec mon locataire un verre de vin d'Espagne qu'il ne manquera pas de m'offrir. Mais il faut de l'ordre, monsieur d'Artagnan, il faut de l'ordre. Organisons donc notre temps et répartissons-en l'emploi. Article 1er, Athos. Article 2, l'image de Notre-Dame. Article 3, monsieur Fouquet. Article 4, monsieur Colbert. Article 5, souper. Article 6, habits, bottes, chevaux, porte-manteaux. Article 7 et dernier, le sommeil. En conséquence de cette disposition, d'Artagnan s'en alla tout droit chez le comte de la Fère, auquel, modestement et naïvement, il raconta une partie de ses bonnes aventures. Athos n'était pas sans inquiétude depuis la veille au sujet de cette visite de d'Artagnan au roi, mais 4 mots lui suffirent comme explication. Athos devina que Louis avait chargé d'Artagnan de quelque mission importante et n'essaya pas même de lui faire avouer le secret. Il lui recommanda de se ménager, lui offrit discrètement de l'accompagner si la chose était possible. « Mais, cher ami, dit d'Artagnan, je ne pars point. »« Comment ? Vous venez me dire adieu et vous ne partez point ?»« Oh, si fait, répliqua d'Artagnan en rougissant un peu. « Je pars pour faire une acquisition. » « C'est autre chose. Alors, je change ma formule. Au lieu de « ne vous faites pas tuer », je dirais « ne vous faites pas voler ». Mon ami, je vous ferai prévenir si j'arrête mon idée sur quelque propriété. Puis, vous voudrez bien me rendre le service de me conseiller. « Oui, oui, dit Athos, trop délicat pour se permettre la compensation d'un sourire. Raoul imitait la réserve paternelle. D'Artagnan comprit qu'il était par trop mystérieux de quitter des amis sous un prétexte, sans leur dire même la route qu'on prenait. « J'ai choisi Le Mans, dit-il à Athos.
Est-ce pas un bon pays ? Excellent, mon ami, répliqua le comte sans lui faire remarquer que le Mans était dans la même direction que la Touraine et qu'en attendant 2 jours au plus, il pourrait faire route avec un ami. Mais d'Artagnan, plus embarrassé que le comte, creusait à chaque explication nouvelle le bourbier dans lequel il s'enfonçait peu à peu. « Je partirai demain au point du jour, dit-il enfin. Jusque-là, Raoul, veux-tu venir avec moi ? Oui, monsieur le chevalier, dit le jeune homme, si monsieur le comte n'a pas affaire de moi. Non, Raoul, j'ai audience aujourd'hui de monsieur frère du roi, voilà tout. Raoul demanda son épée à Grimaud, qui la lui apporta sur-le-champ. Alors, ajouta d'Artagnan, ouvrant ses 2 bras à Athos, adieu, cher ami. Athos l'embrassa longuement, et le mousquetaire, qui comprit bien sa discrétion, lui glissa à l'oreille. Affaire d'État. Ce à quoi Athos ne répondit que par un serrement de main plus significatif encore. Alors ils se séparèrent. Raoul prit le bras de son vieil ami, qui l'emmena par la rue Saint-Honoré. « Je te conduis chez le dieu Plutus, dit d'Artagnan au jeune homme. Prépare-toi. Toute la journée tu verras empiler des écus. Suis-je changé, mon Dieu ? Oh oh, voilà bien du monde dans la rue, dit Raoul. Est-ce procession aujourd'hui ? Demanda d'Artagnan à un flâneur. Monsieur, c'est pendaison, répliqua le passant. Comment ? Pendaison ? Fit d'Artagnan. En grève ? Oui, monsieur. Diable, soit du maraud qui se fait pendre le jour où j'ai besoin d'aller toucher mon terme de loyer, s'écria d'Artagnan. Raoul, as-tu vu pendre ? Jamais, monsieur. Dieu merci. Voilà bien la jeunesse. Si tu étais de garde à la tranchée, comme je le fus, et qu'un espion. Mais, vois-tu, pardonne, Raoul, je radote. Tu as raison, c'est hideux de voir pendre. À quelle heure pendra-t-on, monsieur, s'il vous plaît ? Monsieur, reprit le flâneur avec déférence, charmé qu'il était de lier conversation avec 2 hommes d'épée. Ce doit être pour 3 heures. Oh, il n'est qu'1 heure et demie. Allongeons les jambes, nous arriverons à temps pour toucher mes 375 livres et repartir avant l'arrivée du patient. Des patients, monsieur, continua le bourgeois, car ils sont 2. Monsieur, je vous rends 1000 grâces, dit d'Artagnan, qui, en vieillissant, était devenu d'une politesse raffinée. En entraînant Raoul, il se dirigea rapidement vers le quartier de la Grève. Sans cette grande habitude que le mousquetaire avait de la foule et le poignet irrésistible auquel se joignait une souplesse peu commune des épaules, ni l'un ni l'autre des 2 voyageurs ne fut arrivé à destination. Ils suivaient le quai qu'ils avaient gagné en quittant la rue Saint-Honoré, dans laquelle ils s'étaient engagés après avoir pris congé d'Athos. D'Artagnan marchait le premier. Son coude, son poignet, son épaule formaient 3 coins qu'il savait enfoncer avec art dans les groupes, pour les faire éclater et se disjoindre comme des morceaux de bois. Souvent, il usait comme renfort de la poignée en fer de son épée. Il l'introduisait entre des côtes trop rebelles, et, la faisant jouer, en guise de levier ou de pince, séparait à propos l'époux de l'épouse, l'oncle du neveu, le frère du frère. Tout cela si naturellement et avec de si gracieux sourires qu'il eût fallu avoir des côtes de bronze pour ne pas crier « merci » quand la poignée faisait son jeu, ou des cœurs de diamant pour ne pas être enchanté quand le sourire s'épanouissait sur les lèvres du mousquetaire. Raoul, suivant son ami, ménageait les femmes qui admiraient sa beauté, contenait les hommes qui sentaient la rigidité de ses muscles, et tous 2 fendaient, grâce à cette manœuvre, l'onde un peu compacte et un peu bourbeuse du populaire. Ils arrivèrent en vue des 2 potences, et Raoul détourna les yeux avec dégoût. Pour d'Artagnan, il ne les vit même pas. Sa maison aux pignons dentelés, aux fenêtres pleines de curieux, attirait, absorbait même toute l'attention dont il était capable. Il distingua dans la place et autour des maisons bon nombre de mousquetaires en congé qui, les uns avec des femmes, les autres avec des amis, attendaient l'instant de la cérémonie. Ce qui le réjouit par-dessus tout, ce fut de voir que le cabaretier, son locataire, ne savait auquel entendre. 3 garçons ne pouvaient suffire à servir les buveurs. Il y en avait dans la boutique, dans les chambres, dans la cour même. D'Artagnan fit observer cette affluence à Raoul
et ajouta « Le drôle n'aura pas d'excuse pour ne pas payer son terme. Vois tous ces buveurs, Raoul, on dirait des gens de bonne compagnie. Mordiou, mais on n'a pas de place ici. » Cependant, d'Artagnan réussit à attraper le patron par le coin de son tablier et à se faire reconnaître de lui. « Ah, monsieur le chevalier, dit le cabaretier à moitié fou, une minute, de grâce. J'ai ici 100 enragés qui mettent ma cave sans dessus-dessous. La cave, bon, mais non le coffre-fort. Oh, monsieur, vos 37 pistoles et demie sont là-haut, toutes comptées dans ma chambre, mais il y a dans cette chambre 30 compagnons qui sucent les douves d'un petit baril de Porto que j'ai défoncé ce matin pour eux. Donnez-moi une minute, rien qu'une minute. Soit, soit. Je m'en vais, dit Raoul bas à d'Artagnan. Cette joie est ignoble. Monsieur, répliqua sévèrement d'Artagnan, vous allez me faire le plaisir de rester ici. Le soldat doit se familiariser avec tous les spectacles. Il y a dans l'œil, quand il est jeune, des fibres qu'il faut savoir endurcir. Et l'on est vraiment généreux et bon que du moment où l'œil est devenu dur et le cœur resté tendre. D'ailleurs, mon petit Raoul, veux-tu me laisser seul ici ? Ce serait mal à toi. Tiens, il y a la cour là-bas et un arbre dans cette cour. Viens à l'ombre, nous respirerons mieux que dans cette atmosphère chaude de vin répandu. De l'endroit où s'étaient placés les 2 nouveaux hôtes de l'image de Notre-Dame, ils entendaient le murmure toujours grossissant des flots du peuple et ne perdaient ni un cri ni un geste des buveurs attablés dans le cabaret ou disséminés dans les chambres. D'Artagnan eût voulu se placer en vedette pour une expédition qu'il n'eût pas mieux réussi. L'arbre sous lequel Raoul et lui étaient assis les couvrait d'un feuillage déjà épais. C'était un marronnier trapu, aux branches inclinées, qui versait son ombre sur une table tellement brisée que les buveurs avaient dû renoncer à s'en servir. Nous disons que, de ce poste, d'Artagnan voyait tout. Il observait, en effet, les allées et venues des garçons, l'arrivée des nouveaux buveurs, l'accueil tantôt amical, tantôt hostile qui était fait à certains arrivants pour certains installés. Il observait pour passer le temps, car les 37 pistoles et demie tardaient beaucoup à arriver. Raoul le lui fit remarquer. « Monsieur, lui dit-il, vous ne pressez pas votre locataire et tout à l'heure les patients vont arriver. Il y aura une telle presse en ce moment que nous ne pourrons plus sortir. »« Tu as raison, dit le mousquetaire. »« Oh là, oh, quelqu'un, mordiou !» Mais il eut beau crier, frapper sur les débris de la table, qui tombèrent en poussière sous son poing, nul ne vint. D'Artagnan se préparait à aller trouver lui-même le cabaretier pour le forcer à une explication définitive, lorsque la porte de la cour dans laquelle il se trouvait avec Raoul, porte qui communiquait au jardin situé derrière, s'ouvrit en criant péniblement sur ses gonds rouillés, et un homme vêtu en cavalier sortit de ce jardin, l'épée au fourreau, mais non à la ceinture, traversa la cour sans refermer la porte, et ayant jeté un regard oblique sur d'Artagnan et son compagnon, se dirigea vers le cabaret même, en promenant partout ses yeux qui semblaient percer les murs et les consciences. « Tiens, se dit d'Artagnan, mes locataires communiquent. Ah, c'est sans doute encore quelque curieux de pendaison. » Au même moment, les cris et le vacarme des buveurs cessèrent dans les chambres supérieures. Le silence, en pareille circonstance, surprend comme un redoublement de bruit. D'Artagnan voulut voir quelle était la cause de ce silence subit. Il vit alors que cet homme, en habit de cavalier, venait d'entrer dans la chambre principale et qu'il haranguait les buveurs, qui tous l'écoutaient avec une attention minutieuse. Son allocution, d'Artagnan l'eût entendue peut-être sans le bruit dominant des clameurs populaires qui faisaient un formidable accompagnement à la harangue de l'orateur. Mais elle finit bientôt, et tous les gens que contenait le cabaret sortirent les uns après les autres par petits groupes, de telle sorte, cependant, qu'il n'en demeura que 6 dans la chambre. L'un de ces 6, l'homme à l'épée, prit à part le cabaretier, l'occupant par des discours plus ou moins sérieux, tandis que les autres allumaient un grand feu dans l'âtre. Chose assez étrange par le beau temps et la chaleur. « C'est singulier, dit d'Artagnan à Raoul, mais je connais ces figures-là. »« Ne trouvez-vous pas, dit Raoul, que cela sent la fumée ici ? »
Je trouve plutôt que cela sent la conspiration, répliqua d'Artagnan. Il n'avait pas achevé que 4 de ces hommes étaient descendus dans la cour et, sans apparence de mauvais dessein, montaient la garde aux environs de la porte de communication en lançant par intervalles à d'Artagnan des regards qui signifiaient beaucoup de choses. « Mordiou, dit tout bas d'Artagnan à Raoul, il y a quelque chose. Es-tu curieux, toi, Raoul ? C'est selon, monsieur le chevalier. Moi, je suis curieux comme une vieille femme. Viens un peu sur le devant, nous verrons le coup d'œil de la place. Il y a gros à parier que ce coup d'œil va être curieux. Mais vous savez, monsieur le chevalier, que je ne veux pas me faire le spectateur passif et indifférent de la mort de 2 pauvres diables. Et moi donc, crois-tu que je sois un sauvage ? Nous rentrerons quand il sera temps de rentrer. Viens. » Ils s'acheminèrent donc vers le corps de logis et se placèrent près de la fenêtre, qui, chose plus étrange encore que le reste, était demeurée inoccupée. Les 2 derniers buveurs, au lieu de regarder par cette fenêtre, entretenaient le feu. En voyant entrer d'Artagnan et son ami, « Ah ah, du renfort » murmurèrent-ils. D'Artagnan poussa le coude à Raoul. « Oui, mes braves, du renfort, dit-il. Cordieu, voilà un fameux feu. Que voulez-vous donc faire cuire ?» Les 2 hommes poussèrent un éclat de rire jovial et, au lieu de répondre, ajoutèrent du bois au feu. D'Artagnan ne pouvait se lasser de les regarder. « Voyons, » dit un des chauffeurs, « on vous a envoyé pour nous dire le moment, n'est-ce pas ?»« Sans doute, » dit d'Artagnan, qui voulait savoir à quoi s'en tenir. « Pourquoi serais-je donc ici, si ce n'était pour cela ?»« Alors, mettez-vous à la fenêtre, s'il vous plaît. » D'Artagnan sourit dans sa moustache, fit signe à Raoul et se mit complaisamment à la fenêtre. Chapitre 62. Vive Colbert. C'était un effrayant spectacle que celui que présentait la grève en ce moment. Les têtes, nivelées par la perspective, s'étendaient au loin, drues et mouvantes comme les épis dans une grande plaine. De temps en temps, un bruit inconnu, une rumeur lointaine, faisait osciller les têtes et flamboyer des milliers d'yeux. Parfois il y avait de grands refoulements. Tous ces épis se courbaient et devenaient des vagues plus mouvantes que celles de l'océan qui roulaient des extrémités au centre et allaient battre, comme des marées, la haie d'archers qui entourait les potences. Alors les manches des hallebardes s'abaissaient sur la tête ou les épaules des téméraires envahisseurs. Parfois aussi, c'était le fer au lieu du bois, et, dans ce cas, il se faisait un large cercle vide autour de la garde, espace conquis aux dépens des extrémités, qui subissaient à leur tour l'oppression de ce refoulement subit qui les repoussait contre les parapets de la Seine. Du haut de sa fenêtre, qui dominait toute la place, d'Artagnan vit, avec une satisfaction intérieure, que ceux des mousquetaires et des gardes qui se trouvaient pris dans la foule savaient, à coups de poing et de pommeau d'épée, se faire place. Il remarqua même qu'ils avaient réussi, par suite de cet esprit de corps qui double les forces du soldat, à se réunir en un groupe d'à peu près 50 hommes, et que, sauf une douzaine d'égarés qu'il voyait encore rouler çà et là, le noyau était complet et à la portée de la voix. Mais ce n'étaient pas seulement les mousquetaires et les gardes qui attiraient l'attention de d'Artagnan. Autour des potences, et surtout aux abords de l'arcade Saint-Jean, s'agitait un tourbillon bruyant, brouillon, affairé. Des figures hardies, des mines résolues se dessinaient çà et là au milieu des figures niaises et des mines indifférentes. Des signaux s'échangeaient, des mains se touchaient. D'Artagnan remarqua dans les groupes, et même dans les groupes les plus animés, la figure du cavalier qu'il avait vu entrer par la porte de communication de son jardin et qui était monté au premier pour haranguer les buveurs. Cet homme organisait des escouades et distribuait des ordres. « Mordiou !» s'écria d'Artagnan. « Je ne me trompais pas. Je connais cet homme. C'est Menneville. Que diable fait-il ici ?» Un murmure sourd et qui s'accentuait par degrés arrêta sa réflexion et attira ses regards d'un autre côté. Ce murmure était occasionné par l'arrivée des patients. Un fort piquet d'archers les précédait et parut à l'angle de l'arcade.
La foule tout entière se mit à pousser des cris. Tous ces cris formèrent un hurlement immense. D'Artagnan vit Raoul pâlir. Il lui frappa rudement sur l'épaule. Les chauffeurs, à ce grand cri, se retournèrent et demandèrent où l'on en était. « Les condamnés arrivent, dit d'Artagnan. « Bien, répondirent-ils en avivant la flamme de la cheminée. D'Artagnan les regarda avec inquiétude. Il était évident que ces hommes qui faisaient un pareil feu, sans utilité aucune, avaient d'étranges intentions. Les condamnés parurent sur la place. Ils marchaient à pied, le bourreau devant eux. 50 archers se tenaient en haie à leur droite et à leur gauche. Tous deux étaient vêtus de noir, pâles mais résolus. Ils regardaient impatiemment au-dessus des têtes en se haussant à chaque pas. D'Artagnan remarqua ce mouvement. « Mordieu, dit-il, ils sont bien pressés de voir la potence. » Raoul se reculait sans avoir la force cependant de quitter tout à fait la fenêtre. La terreur, elle aussi, a son attraction. « À mort! À mort !» crièrent 50 000 voix. « Oui, à mort !» hurlèrent une centaine de furieux, comme si la grande masse leur eût donné la réplique. « À la harte! À la harte !» cria le grand ensemble. « Vive le roi !»« Tiens, » murmura d'Artagnan, « c'est drôle. J'aurais cru que c'était monsieur de Colbert qui les faisait pendre, moi. » Il y eut en ce moment un refoulement qui arrêta un instant la marche des condamnés. Les gens à mine hardie et résolue qu'avait remarqué d'Artagnan, à force de se presser, de se pousser, de se hausser, étaient parvenus à toucher presque la haie d'archers. Le cortège se remit en marche. Tout à coup, au cri de « Vive Colbert !» ces hommes que d'Artagnan ne perdait pas de vue se jetèrent sur l'escorte, qui essaya vainement de lutter. Derrière ces hommes, il y avait la foule. Alors commença, au milieu d'un affreux vacarme, une affreuse confusion. Cette fois, ce sont mieux que des cris d'attente ou des cris de joie, ce sont des cris de douleur. En effet, les hallebardes frappent, les épées trouent, les mousquets commencent à tirer. Il se fit alors un tourbillonnement étrange au milieu duquel d'Artagnan ne vit plus rien. Puis de ce chaos surgit tout à coup comme une intention visible, comme une volonté arrêtée. Les condamnés avaient été arrachés des mains des gardes et on les entraînait vers la maison de l'image de Notre-Dame. Ceux qui les entraînaient criaient « Vive Colbert !» Le peuple hésitait, ne sachant s'il devait tomber sur les archers ou sur les agresseurs. Ce qui arrêtait le peuple, c'est que ceux qui criaient « Vive Colbert !» commençaient à crier en même temps « Pas de harte, à bas la potence, au feu, brûlons les voleurs, brûlons les affameurs !» Ce cri poussé d'ensemble obtint un succès d'enthousiasme. La populace était venue pour voir un supplice, et voilà qu'on lui offrait l'occasion d'en faire un elle-même. C'était ce qui pouvait être le plus agréable à la populace. Aussi se rangea-t-elle immédiatement du parti des agresseurs contre les archers, en criant avec la minorité, devenue, grâce à elle, majorité des plus compacts. « Oui, oui, au feu, les voleurs ! Vive Colbert !»« Mordiou !» s'écria d'Artagnan. « Il me semble que cela devient sérieux. » Un des hommes qui se tenait près de la cheminée s'approcha de la fenêtre, son brandon à la main. « Ah ah !» dit-il, « cela chauffe !» Puis, se retournant vers son compagnon, « Voilà le signal !» dit-il. Et soudain, il appuya le tison brûlant à la boiserie. Ce n'était pas une maison tout à fait neuve que le cabaret de l'image de Notre-Dame. Aussi ne se fit-elle pas prier pour prendre feu. En une seconde, les haies craquent et la flamme monte en pétillant. Un hurlement du dehors répond aux cris que poussent les incendiaires. D'Artagnan, qui n'a rien vu parce qu'il regarde sur la place, sent à la fois la fumée qui l'étouffe et la flamme qui le grille. « Oh là !» s'écrie-t-il en se retournant. « Le feu est-il ici ? Êtes-vous fous ou enragés, mes maîtres ?» Les deux hommes le regardèrent d'un air étonné. « Et quoi ?» demandèrent-ils à d'Artagnan. « N'est-ce pas chose convenue ?»« Chose convenue que vous brûlerez ma maison ?» vocifère d'Artagnan en arrachant le tison des mains de l'incendiaire et le lui portant au visage. Le second veut porter secours à son camarade, mais Raoul le saisit, l'enlève et le jette par la fenêtre, tandis que d'Artagnan pousse son compagnon par les degrés.
Raoul, le premier libre, arrache les lambris qu'il jette tout fumant par la chambre. D'un coup d'œil, D'Artagnan voit qu'il n'y a plus rien à craindre pour l'incendie et court à la fenêtre. Le désordre est à son comble. On crie à la fois « Au feu! Au meurtre! À la harte! Au bûcher! Vive Colbert et vive le roi !» Le groupe qui arrache les patients aux mains des archers s'est rapproché de la maison qui semble le but vers lequel on les entraîne. Menneville est à la tête du groupe, criant plus haut que personne « Au feu! Au feu! Vive Colbert !» D'Artagnan commence à comprendre. On veut brûler les condamnés, et sa maison est le bûcher qu'on leur prépare. « Halte là !» cria-t-il, l'épée à la main et un pied sur la fenêtre. « Menneville, que voulez-vous ?»« Monsieur d'Artagnan !» s'écrie celui-ci. « Passage, passage !»« Au feu, au feu, les voleurs, vive Colbert !» crie la foule. Ces cris exaspèrent d'Artagnan. « Mordiou !» dit-il. « Brûler ces pauvres diables qui ne sont condamnés qu'à être pendus, c'est infâme !» Cependant, devant la porte, la masse des curieux refoulés contre les murailles est plus épaisse et ferme la voie. Menneville et ses hommes, qui traînent les patients, ne sont plus qu'à 10 pas de la porte. Menneville fait un dernier effort. « Passage, passage !» crie-t-il, le pistolet au poing. « Brûlons, brûlons !» répète la foule. Le feu est à l'image de Notre-Dame. « Brûlons les voleurs, brûlons-les tous deux dans l'image de Notre-Dame !» Cette fois, il n'y a pas de doute, c'est bien à la maison de D'Artagnan qu'on en veut. D'Artagnan se rappelle l'ancien cri, toujours si efficacement poussé par lui. « À moi, mousquetaire !» dit-il d'une voix de géant, d'une de ces voix qui dominent le canon, la mer, la tempête. « À moi, mousquetaire !» Et, se suspendant par le bras au balcon, il se laisse tomber au milieu de la foule, qui commence à s'écarter de cette maison d'où il pleut des hommes. Raoul est à terre aussitôt que lui. Tous deux ont l'épée à la main. Tout ce qu'il y a de mousquetaires sur la place a entendu ce cri d'appel. Tous se sont retournés à ce cri et ont reconnu D'Artagnan. « Au capitaine ! Au capitaine !» crient-ils tous à leur tour. Et la foule s'ouvre devant eux comme devant la proue d'un vaisseau. En ce moment, D'Artagnan et Menneville se trouvèrent face à face. « Passage, passage !» s'écrie Menneville en voyant qu'il n'a plus que le bras à étendre pour toucher la porte. « On ne passe pas !» dit D'Artagnan. « Tiens !» dit Menneville en lâchant son coup de pistolet presque à bout portant. Mais avant que le rouet ait tourné, D'Artagnan a relevé le bras de Menneville avec la poignée de son épée et lui a passé la lame au travers du corps. « Je t'avais bien dit de te tenir tranquille !» dit D'Artagnan à Menneville qui roula à ses pieds. « Passage, passage !» crient les compagnons de Menneville, épouvantés d'abord, mais qui se rassurent bientôt en s'apercevant qu'ils n'ont affaire qu'à 2 hommes. Mais ces 2 hommes sont 2 géants à 100 bras. L'épée voltige entre leurs mains comme le glaive flamboyant de l'archange. Elle troue avec la pointe, frappe de revers, frappe de taille. Chaque coup renverse son homme. « Pour le roi !» crie D'Artagnan à chaque homme qu'il frappe, c'est-à-dire à chaque homme qui tombe. Ce cri devient le mot d'ordre des mousquetaires qui, guidés par lui, rejoignent D'Artagnan. Pendant ce temps, les archers se remettent de la panique qu'ils ont éprouvée, chargent les agresseurs en queue et, réguliers comme des moulins, foulent et abattent tout ce qu'ils rencontrent. La foule, qui voit reluire les épées, voler en l'air les gouttes de sang, la foule fuit et s'écrase elle-même. Enfin, des cris de miséricorde et de désespoir retentissent. C'est l'adieu des vaincus. Les 2 condamnés sont retombés aux mains des archers. D'Artagnan s'approche d'eux et, les voyant pâles et mourants, « Consolez-vous, pauvres gens, dit-il. Vous ne subirez pas le supplice affreux dont ces misérables vous menaçaient. Le roi vous a condamné à être pendu. Vous ne serez que pendu. Ça, qu'on les pende, et voilà tout. » Il n'y a plus rien à l'image de Notre-Dame. Le feu a été éteint par 2 tonnes de vin à défaut d'eau. Les conjurés ont fui par le jardin. Les archers entraînent les patients aux potences. L'affaire ne fut pas longue à partir de ce moment. L'exécuteur, peu soucieux d'opérer selon les formes de l'art, se hâte et expédie les 2 malheureux en 1 minute. Cependant, on s'empresse autour de D'Artagnan, on le félicite, on le caresse.
Il essuie son front ruisselant de sueur, son épée ruisselante de sang, hausse les épaules en voyant Menneville qui se tord à ses pieds dans les dernières convulsions de l'agonie. Et tandis que Raoul détourne les yeux avec compassion, il montre aux mousquetaires les potences chargées de leurs tristes fruits. « Pauvres diables, dit-il, j'espère qu'ils sont morts en me bénissant, car je leur ai sauvé de belles. » Ces mots vont atteindre Menneville au moment où lui-même va rendre le dernier soupir. Un soupir sombre et ironique voltige sur ses lèvres. Il veut répondre, mais l'effort qu'il fait achève de briser sa vie. Il expire. « Oh, tout cela est affreux, murmura Raoul. « Partons, monsieur le chevalier. »« Tu n'es pas blessé ?» demande d'Artagnan. « Non, merci. »« Eh bien, tu es un brave, mordiou. C'est la tête du père et le bras de Porthos. Ah, s'il avait été ici, Porthos, il en aurait vu de belles. » Puis, par manière de se souvenir, « Mais où diable peut-il être, ce brave Porthos ?» murmura d'Artagnan. « Venez, chevalier, venez, » insista Raoul. « Une dernière minute, mon ami, que je prenne mes 37 pistolets et demi, je suis à toi. La maison est d'un bon produit, » ajouta d'Artagnan en rentrant à l'image de Notre-Dame. « Mais, décidément, dût-elle être moins productive, je l'aimerais mieux dans un autre quartier. » Chapitre 63. Comment le diamant de M. d'Emery passa entre les mains de d'Artagnan. Tandis que cette scène bruyante et ensanglantée se passait sur la grève, plusieurs hommes barricadés derrière la porte de communication du jardin remettaient leurs épées au fourreau, aidaient l'un d'eux à monter sur son cheval tout sellé qui attendait dans le jardin, et, comme une volée d'oiseaux effarés, s'enfuyaient dans toutes les directions, les uns escaladant les murs, les autres se précipitant par les portes avec toute l'ardeur de la panique. Celui qui monta sur le cheval et qui lui fit sentir l'éperon avec une telle brutalité que l'animal faillit franchir la muraille, ce cavalier, disons-nous, traversa la place Baudoyer, passa comme l'éclair devant la foule des rues, écrasant, culbutant, renversant tout, et 10 minutes après, arriva aux portes de la surintendance, plus essoufflé encore que son cheval. L'abbé Fouquet, au bruit retentissant des fers sur le pavé, parut à une fenêtre de la cour, et avant même que le cavalier eût mis pied à terre, « Eh bien, Danican ?» demanda-t-il, à moitié penché hors de la fenêtre. « Eh bien, c'est fini !» répondit le cavalier. « Fini ?» cria l'abbé. « Alors, ils sont sauvés ?»« Non pas, monsieur, » répliqua le cavalier. « Ils sont pendus. »« Pendus ?» répéta l'abbé, pâlissant. Une porte latérale s'ouvrit soudain, et Fouquet apparut dans la chambre, pâle, égaré, les lèvres entr'ouvertes par un cri de douleur et de colère. Il s'arrêta sur le seuil, écoutant ce qui se disait de la cour à la fenêtre. « Misérable !» dit l'abbé. « Vous ne vous êtes donc pas battus comme des lions ? Dites comme des lâches. Monsieur ! 100 hommes de guerre, l'épée à la main, valent 10 000 archers dans une surprise. Où est Menneville, ce fanfaron, ce vantard qui ne devait revenir que mort ou vainqueur ? Eh bien, monsieur, il a tenu parole. Il est mort. Mort ? Qui l'a tué ? Un démon déguisé en homme, un géant armé de 10 épées flamboyantes, un enragé qui a d'un seul coup éteint le feu, éteint l'émeute et fait sortir 100 mousquetaires du pavé de la place de Grève. Fouquet souleva son front tout ruisselant de sueur. « Oh, Lyodot et d'Emery !» murmura-t-il. « Mort, 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 et moi déshonoré !» L'abbé se retourna et, apercevant son frère écrasé, livide, « Allons, allons, dit-il, c'est un coup du sort, monsieur, il ne faut pas nous lamenter ainsi. Puisque cela ne s'est point fait, c'est que Dieu... »« Taisez-vous, l'abbé, taisez-vous !» cria Fouquet. « Vos excuses sont des blasphèmes. Faites monter ici cet homme et qu'il raconte les détails de l'horrible événement. »« Mais, mon frère... »« Obéissez, monsieur !» L'abbé fit un signe, et une demi-minute après, on entendit les pas de l'homme dans l'escalier. En même temps, Gourville apparut derrière Fouquet, pareil à l'ange gardien du surintendant, appuyant un doigt sur ses lèvres pour lui enjoindre de s'observer au milieu des élans mêmes de sa douleur.
le ministre reprit toute la sérénité que les forces humaines peuvent laisser à la disposition d'un cœur à demi brisé par la douleur. Danican parut. « Faites votre rapport, dit Gourville. « Monsieur, répondit le messager, nous avions reçu l'ordre d'enlever les prisonniers et de crier « Vive Colbert » en les enlevant. « Pour les brûler vifs, n'est-ce pas, l'abbé » interrompit Gourville. « Oui, oui, l'ordre avait été donné à Menneville. Menneville savait ce qu'il en fallait faire. Et Menneville est mort. » Cette nouvelle parut rassurer Gourville au lieu de l'attrister. « Pour les brûler vifs » répéta le messager, comme s'il eût douté que cet ordre, le seul qui lui eût été donné au reste, fût bien réel. « Mais certainement pour les brûler vifs, » reprit brutalement l'abbé. « D'accord, monsieur, d'accord, » reprit l'homme en cherchant des yeux sur la physionomie des deux interlocuteurs ce qu'il y avait de triste ou d'avantageux pour lui à raconter selon la vérité. « Maintenant, racontez, » dit Gourville. « Les prisonniers, » continua Danican, « devaient donc être amenés à la grève, et le peuple en fureur voulait qu'ils fussent brûlés au lieu d'être pendus. »« Le peuple a ses raisons, » dit l'abbé. « Continuez. »« Mais, reprit l'homme, au moment où les archers venaient d'être enfoncés, au moment où le feu prenait dans une des maisons de la place destinée à servir de bûcher aux coupables, un furieux, ce démon, ce géant dont je vous parlais, et qu'on avait dit être le propriétaire de la maison en question, aidé d'un jeune homme qui l'accompagnait, jeta par la fenêtre ceux qui activaient le feu, appela au secours les mousquetaires qui se trouvaient dans la foule, sauta lui-même du premier étage dans la place, et joua si désespérément de l'épée que la victoire fut rendue aux archers, les prisonniers repris et Menneville tué. Une fois repris, les condamnés furent exécutés en 3 minutes. Fouquet, malgré sa puissance sur lui-même, ne put s'empêcher de laisser échapper un sourd gémissement. « Et cet homme, le propriétaire de la maison, reprit l'abbé, comment le nomme-t-on ? Je ne vous le dirai pas, n'ayant pas pu le voir. Mon poste m'avait été désigné dans le jardin et je suis resté à mon poste. Seulement, on est venu me raconter l'affaire. J'avais ordre, la chose une fois finie, de venir vous annoncer en toute hâte de quelle façon elle était finie. Selon l'ordre, je suis parti au galop et me voilà. »« Très bien, monsieur, nous n'avons pas autre chose à demander de vous, » dit l'abbé, de plus en plus atterré à mesure qu'approchait le moment d'aborder son frère seul à seul. « On vous a payé ?» demanda Gourville. « Un acompte, monsieur, » répondit Danican. « Voilà 20 pistoles. Allez, monsieur, et n'oubliez pas de toujours défendre, comme cette fois, les véritables intérêts du roi. »« Oui, monsieur, » dit l'homme en s'inclinant et en serrant l'argent dans sa poche. Après quoi, il sortit. À peine fut-il dehors que Fouquet, qui était resté immobile, s'avança d'un pas rapide et se trouva entre l'abbé et Gourville. Tous deux ouvrirent en même temps la bouche pour parler. « Pas d'excuses, dit-il, pas de récrimination contre qui que ce soit. Si je n'eusse pas été un faux ami, je n'eusse confié à personne le soin de délivrer Lyodot et d'Emery. C'est moi seul qui suis coupable, à moi seul donc les reproches et les remords. Laissez-moi, l'abbé. »« Cependant, monsieur, vous n'empêcherez pas, répondit celui-ci, que je ne fasse rechercher le misérable qui s'est entremis pour le service de M. Colbert dans cette partie si bien préparée, car s'il est d'une bonne politique de bien aimer ses amis, je ne crois pas mauvaise celle qui consiste à poursuivre ses ennemis d'une façon acharnée. Trêve de politique, l'abbé. Sortez, je vous prie, et que je n'entende plus parler de vous jusqu'à nouvel ordre. Il me semble que nous avons besoin de beaucoup de silence et de circonspection. Vous avez un terrible exemple devant vous. Messieurs, pas de représailles, je vous le défends. »« Il n'y a pas d'ordre, grommela l'abbé, qui m'empêche de venger sur un coupable l'affront fait à ma famille. »« Et moi !» s'écria Fouquet de cette voix impérative à laquelle on sent qu'il n'y a rien à répondre. « Si vous avez une pensée, une seule, qui ne soit pas l'expression absolue de ma volonté, je vous ferai jeter à la Bastille 2 heures après que cette pensée se sera manifestée. Réglez-vous là-dessus, l'abbé. » L'abbé s'inclina en rougissant. Fouquet fit signe à Gourville de le suivre et déjà se dirigeait vers son cabinet lorsque l'huissier annonça d'une voix haute. « Monsieur le chevalier d'Artagnan !»« Qu'est-ce » fit négligemment Fouquet à Gourville. « Un ex-lieutenant des mousquetaires de Sa Majesté, » répondit Gourville sur le même ton.
Fouquet ne prit pas même la peine de réfléchir et se remit à marcher. « Pardon, monseigneur, dit alors Gourville, mais je réfléchis. Ce brave garçon a quitté le service du roi, et probablement vient-il toucher un quart de pension quelconque. »« Au diable, dit Fouquet, pourquoi prend-il si mal son temps ? » ?»« Permettez, monseigneur, que je lui dise un mot de refus alors, car il est de ma connaissance, et c'est un homme qu'il vaut mieux, dans les circonstances où nous nous trouvons, avoir pour ami que pour ennemi. »« Répondez tout ce que vous voudrez, dit Fouquet. »« Eh, mon Dieu, dit l'abbé, plein de rancune, comme un homme d'église, répondez qu'il n'y a pas d'argent, surtout pour les mousquetaires. » Mais l'abbé n'avait pas plutôt lâché ce mot imprudent que la porte entrebâillée s'ouvrit tout à fait et que d'Artagnan parut. « Eh, monsieur Fouquet, dit-il, je le savais bien qu'il n'y avait pas d'argent pour les mousquetaires. Aussi, je ne venais point pour m'en faire donner, mais bien pour m'en faire refuser. C'est fait, merci. Je vous donne le bonjour et vais en chercher chez monsieur Colbert. » Et il sortit après un salut assez leste. « Gourville, dit Fouquet, courez après cet homme et me le ramenez. » Gourville obéit et rejoignit d'Artagnan sur l'escalier. D'Artagnan, entendant des pas derrière lui, se retourna et aperçut Gourville. « Mordiou, mon cher monsieur, dit-il, ce sont de tristes façons que celles des messieurs vos gens de finance. Je viens chez monsieur Fouquet pour toucher une somme ordonnancée par sa majesté, et l'on m'y reçoit comme un mendiant qui vient pour demander une aumône, ou comme un filou qui vient pour voler une pièce d'argenterie. Mais vous avez prononcé le nom de monsieur Colbert, cher monsieur d'Artagnan. Vous avez dit que vous alliez chez monsieur Colbert ? Certainement, que j'y vais, ne fût-ce que pour lui demander satisfaction des gens qui veulent brûler les maisons en criant « Vive Colbert !» Gourville dressa les oreilles. « Oh oh, dit-il, vous faites allusion à ce qui vient de se passer en Grève ? » ?»« Oui, certainement. Et en quoi ce qui vient de se passer vous importe-t-il ? » ?»« Comment ? Vous me demandez en quoi il m'importe, ou il ne m'importe pas, que M. Colbert fasse de ma maison un bûcher ? Ainsi, votre maison, c'est votre maison qu'on voulait brûler ? Pardieu, le cabaret de l'image de Notre-Dame est à vous ? Depuis 8 jours. Et vous êtes ce brave capitaine, vous êtes cette vaillante épée qui a dispersé ceux qui voulaient brûler les condamnés ? Mon cher monsieur Gourville, mettez-vous à ma place. Je suis agent de la force publique et propriétaire. Comme capitaine, mon devoir est de faire accomplir les ordres du roi. Comme propriétaire, mon intérêt est qu'on ne me brûle pas ma maison. J'ai donc suivi à la fois les lois de l'intérêt et du devoir en remettant messieurs Lyodot et d'Emery entre les mains des archers. Ainsi c'est vous qui avez jeté un homme par la fenêtre ? C'est moi-même, répliqua modestement d'Artagnan. C'est vous qui avez tué Menneville ? J'ai eu ce malheur, dit d'Artagnan saluant comme un homme que l'on félicite. C'est vous enfin qui avez été cause que les 2 condamnés ont été pendus ? Au lieu d'être brûlés, oui, monsieur, et je m'en fais gloire. J'ai arraché ces pauvres diables à d'effroyables tortures. Comprenez-vous, mon cher monsieur Gourville, qu'on voulait les brûler vifs ? Cela passe toute imagination. Allez, mon cher monsieur d'Artagnan, allez, dit Gourville, voulant épargner à Fouquet la vue d'un homme qui venait de lui causer une si profonde douleur. « Non pas, dit Fouquet, qui avait entendu de la porte de l'antichambre. « Non pas, monsieur d'Artagnan, venez, au contraire. » D'Artagnan essuya au pommeau de son épée une dernière trace sanglante qui avait échappé à son investigation et rentra. Alors il se retrouva en face de ces 3 hommes, dont les visages portaient 3 expressions bien différentes. Chez l'abbé, celle de la colère, chez Gourville, celle de la stupeur, chez Fouquet, celle de l'abattement. « Pardon, monsieur le ministre, dit d'Artagnan, mais mon temps est compté. Il faut que je passe à l'intendance pour m'expliquer avec monsieur Colbert et toucher mon quartier. »« Mais, monsieur, dit Fouquet, il y a de l'argent ici. » D'Artagnan, étonné, regarda le surintendant. « Il vous a été répondu légèrement, monsieur, je le sais, je l'ai entendu, dit le ministre. Un homme de votre mérite devrait être connu de tout le monde. » D'Artagnan s'inclina. « Vous avez une ordonnance ? » ajouta Fouquet. « Oui, monsieur. »« Donnez.
Je vais vous payer moi-même. Venez. » Il fit un signe à Gourville et à l'abbé, qui demeurèrent dans la chambre où ils étaient, et emmena d'Artagnan dans son cabinet. Une fois arrivé, « Combien vous doit-on, monsieur ?»« Mais quelque chose comme 5000 livres, monseigneur. »« Pour votre arriéré de solde ?»« Pour un quartier. »« Un quartier de 5000 livres ?» dit Fouquet, attachant sur le mousquetaire un profond regard. « C'est donc 20 000 livres par an que le roi vous donne ?»« Oui, monseigneur, c'est 20 000 livres. Trouvez-vous que cela soit trop ?»« Moi ?» s'écria Fouquet, et il sourit amèrement. « Si je me connaissais en homme, si j'étais, au lieu d'un esprit léger, inconséquent et vain, un esprit prudent et réfléchi, si, en un mot, j'avais, comme certaines gens, su arranger ma vie, vous ne recevriez pas 20 000 livres par an, mais 100 000, et vous ne seriez pas au roi, mais à moi. » D'Artagnan rougit légèrement. Il y a dans la façon dont se donne l'éloge, dans la voix du louangeur, dans son accent affectueux, un poison si doux que le plus fort en est parfois enivré. Le surintendant termina cette allocution en ouvrant un tiroir où il prit 4 rouleaux qu'il posa devant d'Artagnan. Le Gascon en écorna un. « De l'or ?» dit-il. « Cela vous chargera moins, monsieur. »« Mais alors, monsieur, cela fait 20 000 livres ?»« Sans doute. »« Mais on ne m'en doit que 5. »« Je veux vous épargner la peine de passer 4 fois à la surintendance. »« Vous me comblez, monsieur. »« Je fais ce que je dois, monsieur le chevalier, et j'espère que vous ne me garderez pas rancune pour l'accueil de mon frère. C'est un esprit plein d'aigreur et de caprice. »« Monsieur, » dit d'Artagnan, « croyez que rien ne me fâcherait plus qu'une excuse de vous. Aussi ne le ferai-je plus, et me contenterai-je de vous demander une grâce. »« Oh, monsieur !» Fouquet tira de son doigt un diamant d'environ 1000 pistoles. « Monsieur, dit-il, la pierre que voici me fut donnée par un ami d'enfance, par un homme à qui vous avez rendu un grand service. » La voix de Fouquet s'altéra sensiblement. « Un service, moi ?» fit le mousquetaire. « J'ai rendu un service à l'un de vos amis. Vous ne pouvez l'avoir oublié, monsieur, car c'est aujourd'hui même. » Et cet ami s'appelait ? Monsieur d'Emery. L'un des condamnés ? Oui, l'une des victimes. Eh bien, monsieur d'Artagnan, en faveur du service que vous lui avez rendu, je vous prie d'accepter ce diamant. Faites cela pour l'amour de moi. Monsieur, acceptez, vous dis-je. Je suis aujourd'hui dans un jour de deuil. Plus tard, vous saurez cela peut-être. Aujourd'hui, j'ai perdu un ami. Eh bien, j'essaie d'en retrouver un autre. Mais, monsieur Fouquet... Adieu, monsieur d'Artagnan. Adieu, s'écria Fouquet, le cœur gonflé. Ou plutôt, au revoir. Et le ministre sortit de son cabinet, laissant aux mains du mousquetaire la bague et les 20 000 livres. Oh oh, dit d'Artagnan après un moment de réflexion sombre, est-ce que je comprendrais ? Mordiou ! Si je comprends, voilà un bien galant homme. Je m'en vais me faire expliquer cela par monsieur Colbert. Et il sortit. Chapitre 64. De la différence notable que d'Artagnan trouva entre monsieur l'intendant et monseigneur le surintendant. Monsieur Colbert demeurait rue Neuve des Petits Champs, dans une maison qui avait appartenu à Bautru. Les jambes de d'Artagnan firent le trajet en un petit quart d'heure. Lorsqu'il arriva chez le nouveau favori, la cour était pleine d'archers et de gens de police qui venaient soit le féliciter, soit s'excuser, selon qu'il choisirait éloge ou blâme. Le sentiment de la flatterie est instinctif chez les gens de condition abjecte. Ils en ont le sens, comme l'animal sauvage a celui de l'ouïe ou de l'odorat. Ces gens, ou leurs chefs, avaient donc compris qu'il y avait un plaisir à faire à M. Colbert en lui rendant compte de la façon dont son nom avait été prononcé pendant l'échauffourée. D'Artagnan se produisit juste au moment où le chef du guet faisait son rapport. D'Artagnan se tint près de la porte, derrière les archers. Cet officier prit Colbert à part, malgré sa résistance et le froncement de ses gros sourcils.
Au cas, dit-il, où vous auriez réellement désiré, monsieur, que le peuple fît justice de 2 traîtres, il eût été sage de nous en avertir. Car enfin, monsieur, malgré notre douleur de vous déplaire ou de contrarier vos vues, nous avions notre consigne à exécuter. Triple saut, répliqua Colbert, furieux, en secouant ses cheveux tassés et noirs comme une crinière. Que me racontez-vous là? Quoi? J'aurais eu, moi, l'idée d'une émeute? Êtes-vous fou ou ivre? Mais, monsieur, on a crié « Vive Colbert !» répliqua le chef du guet fort ému. Une poignée de conspirateurs. Non pas, une masse de peuple. Oh, vraiment, dit Colbert en s'épanouissant. Une masse du peuple criait « Vive Colbert !» Êtes-vous bien sûr de ce que vous dites, monsieur? Il n'y avait qu'à ouvrir les oreilles, ou plutôt à les fermer, tant les cris étaient terribles. Et c'était du peuple, du vrai peuple. Certainement, monsieur. Seulement, ce vrai peuple nous a battus. Oh, fort bien, continua Colbert tout à sa pensée. Alors vous supposez que c'est le peuple seul qui voulait faire brûler les condamnés? Oh oui, monsieur. C'est autre chose. Vous avez donc bien résisté? Nous avons eu 3 hommes étouffés, monsieur. Vous n'avez tué personne, au moins. Monsieur, il est resté sur le carreau quelques mutins, un, entre autres, qui n'était pas un homme ordinaire. Qui? Un certain Menneville, sur qui, depuis longtemps, la police avait l'œil ouvert. Menneville? S'écria Colbert. Celui qui tua, rue de la Huchette, un brave homme qui demandait un poulet gras? Oui, monsieur, c'est le même. Et ce Menneville criait-il aussi « Vive Colbert !» lui, plus fort que tous les autres, comme un enragé. Le front de Colbert devint nuageux et se rida. L'espèce d'auréole ambitieuse qui éclairait son visage s'éteignit comme le feu des vers luisants qu'on écrase sous l'herbe. « Que disiez-vous donc ?» reprit alors l'intendant déçu. « Que l'initiative venait du peuple. Menneville était mon ennemi. Je l'eusse fait pendre, et il le savait bien. Menneville était à l'abbé Fouquet. Toute l'affaire vient de Fouquet. Ne sait-on pas que les condamnés étaient ses amis d'enfance ?» C'est vrai, pensa d'Artagnan, et voilà mes doutes éclaircis. Je le répète, monsieur Fouquet peut être ce qu'on voudra, mais c'est un galant homme. Et, poursuivit Colbert, pensez-vous être sûr que ce Menneville est mort? D'Artagnan jugea que le moment était venu de faire son entrée. Parfaitement, monsieur, répliqua-t-il en s'avançant tout à coup. Ah, c'est vous, monsieur, dit Colbert. En personne, répliqua le mousquetaire avec son ton délibéré. Il paraît que vous aviez dans Menneville un joli petit ennemi. Si ce n'est pas moi, monsieur, qui avait un ennemi, répondit Colbert, c'est le roi. Double brute, pensa d'Artagnan, tu fais de la morgue et de l'hypocrisie avec moi. Eh bien, poursuivit-il, je suis très heureux d'avoir rendu un si bon service au roi. Voudrez-vous vous charger de le dire à sa majesté, monsieur l'intendant? Quelle commission me donnez-vous, et que me chargez-vous de dire, monsieur? Précisez, je vous prie, répondit Colbert d'une voix aigre et toute chargée d'avance d'hostilité. Je ne vous donne aucune commission, repartit d'Artagnan avec le calme qui n'abandonne jamais les railleurs. Je pensais qu'il vous serait facile d'annoncer à sa majesté que c'est moi qui, me trouvant là par hasard, ai fait justice de monsieur Menneville et remis les choses dans l'ordre. Colbert ouvrit de grands yeux et interrogea du regard le chef du guet. « Ah, c'est bien vrai, dit celui-ci, que monsieur a été notre sauveur. »« Que ne me disiez-vous, monsieur, que vous veniez me raconter cela ?» fit Colbert avec envie. « Tout s'expliquait, et mieux pour vous que pour tout autre. »« Vous faites erreur, monsieur l'intendant, je ne venais pas du tout vous raconter cela. »« C'est un exploit, pourtant, monsieur. »« Oh, dit le mousquetaire avec insouciance, la grande habitude blase l'esprit. À quoi dois-je l'honneur de votre visite, alors? Tout simplement à ceci. Le roi m'a commandé de venir vous trouver. Ah, dit Colbert en reprenant son aplomb, parce qu'il voyait d'Artagnan tirer un papier de sa poche. C'est pour me demander de l'argent? Précisément, monsieur. Veuillez attendre, je vous prie, monsieur, j'expédie le rapport du guet.
D'Artagnan tourna sur ses talons assez insolemment et, se retrouvant en face de Colbert après ce premier tour, il le salua comme Arlequin eût pu le faire. Puis, opérant une seconde évolution, il se dirigea vers la porte d'un bon pas. Colbert fut frappé de cette vigoureuse résistance à laquelle il n'était pas accoutumé. D'ordinaire, les gens d'épée, lorsqu'ils venaient chez lui, avaient un tel besoin d'argent que leurs pieds eussent-ils dû prendre racine dans le marbre, leur patience ne s'épuisait pas. D'Artagnan allait-il droit chez le roi? Allait-il se plaindre d'une réception mauvaise ou raconter son exploit? C'était une grave matière à réflexion. En tout cas, le moment était mal choisi pour envoyer d'Artagnan, soit qu'il vînt de la part du roi, soit qu'il vînt de la sienne. Le mousquetaire venait de rendre un trop grand service, et depuis trop peu de temps pour qu'il fût déjà oublié. Aussi Colbert pensa-t-il que mieux valait secouer toute arrogance et rappeler d'Artagnan. « Hé, monsieur d'Artagnan !» cria Colbert. « Quoi, vous me quittez ainsi ?» D'Artagnan se retourna. « Pourquoi non ?» dit-il tranquillement. « Nous n'avons plus rien à nous dire, n'est-ce pas ? Vous avez au moins de l'argent à toucher, puisque vous avez une ordonnance. Moi ? Pas le moins du monde, mon cher monsieur Colbert. Mais enfin, monsieur, vous avez un bon. Et de même que vous donnez un coup d'épée pour le roi quand vous en êtes requis, je paye, moi, quand on me présente une ordonnance. Présentez. Inutile, mon cher monsieur Colbert, dit d'Artagnan, qui jouissait intérieurement du désarroi mis dans les idées de Colbert. Ce bon est payé. Payé ? Par qui donc ? Mais par le surintendant. Colbert pâlit. Expliquez-vous alors, dit-il d'une voix étranglée. Si vous êtes payé, pourquoi me montrer ce papier ? Suite de la consigne dont vous parliez si ingénieusement tout à l'heure, cher monsieur Colbert. Le roi m'avait dit de toucher un quartier de la pension qu'il veut bien me faire. Chez moi ? dit Colbert. Pas précisément. Le roi m'a dit « Allez chez monsieur Fouquet. Le surintendant n'aura peut-être pas d'argent, alors vous irez chez monsieur Colbert. » Le visage de Colbert s'éclaircit un moment, mais il en était de sa malheureuse physionomie comme du ciel d'orage, tantôt radieux, tantôt sombre comme la nuit, selon que brille l'éclair ou que passe le nuage. « Et il y avait de l'argent chez le surintendant ? demanda-t-il. « Mais oui, pas mal d'argent, répliqua d'Artagnan. Il faut le croire, puisque M. Fouquet, au lieu de me payer un quartier de 5000 livres... »« Un quartier de 5000 livres !» s'écria Colbert, saisi comme l'avait été Fouquet de l'ampleur d'une somme destinée à payer le service d'un soldat. « Cela ferait donc 20 000 livres de pension ?»« Juste, monsieur Colbert. »« Peste, vous comptez comme feu Pythagore. Oui, 20 000 livres. » « 10 fois les appointements d'un intendant des finances. » « Je vous en fais mon compliment, » dit Colbert avec un venimeux sourire. « Oh, dit d'Artagnan, le roi s'est excusé de me donner si peu. Aussi m'a-t-il fait promesse de réparer plus tard, quand il serait riche. Mais j'achève, étant fort pressé. Oui, et malgré l'attente du roi, le surintendant vous a payé ? Comme, malgré l'attente du roi, vous avez refusé de me payer, vous. Je n'ai pas refusé, monsieur, je vous ai prié d'attendre. Et vous dites que M. Fouquet vous a payé vos 5000 livres. Oui, c'est ce que vous eussiez fait, vous. Et encore, il a fait mieux que cela, cher monsieur Colbert. Et qu'a-t-il fait ? Il m'a poliment compté la totalité de la somme, en disant que, pour le roi, les caisses étaient toujours pleines. La totalité de la somme ? Monsieur Fouquet vous a compté 20 000 livres au lieu de 5000 ? Oui, monsieur. Et pourquoi cela ? Afin de m'épargner 3 visites à la caisse de la surintendance. Donc, j'ai les 20 000 livres là, dans ma poche, en fort bel or tout neuf. Vous voyez donc que je puis m'en aller, n'ayant aucunement besoin de vous et n'étant passé ici que pour la forme. Et d'Artagnan frappa sur ses poches en riant, ce qui découvrit à Colbert 32 magnifiques dents aussi blanches que des dents de 25 ans, et qui semblaient dire dans leur langage « Servez-nous 32 petits Colbert, et nous les mangerons volontiers. » Le serpent est aussi brave que le lion, l'épervier aussi courageux que l'aigle, cela ne se peut contester. Il n'est pas jusqu'aux animaux qu'on a nommés lâches qui ne soient braves quand il s'agit de la défense. Colbert n'eut pas peur des 32 dents de d'Artagnan.
Il se roidit, et soudain, « Monsieur, dit-il, ce que monsieur le surintendant a fait là, il n'avait pas le droit de le faire. »« Comment dites-vous » répliqua d'Artagnan. « Je dis que votre bordereau. Voulez-vous me le montrer, s'il vous plaît, votre bordereau ? Très volontiers, le voici. » Colbert saisit le papier avec un empressement que le mousquetaire ne remarqua pas sans inquiétude et surtout sans un certain regret de l'avoir livré. « Eh bien, monsieur, dit Colbert, l'ordonnance royale porte ceci. À vue, j'entends qu'il soit payé à monsieur d'Artagnan la somme de 5000 livres, formant un quartier de la pension que je lui ai faite. » « C'est écrit, en effet, dit d'Artagnan, affectant le calme. « Eh bien, le roi ne vous devait que 5000 livres, pourquoi vous en a-t-on donné davantage ? » ?»« Parce qu'on avait davantage, et qu'on voulait me donner davantage. Cela ne regarde personne. »« Il est naturel, dit Colbert avec une orgueilleuse aisance, que vous ignoriez les usages de la comptabilité. Mais, monsieur, quand vous avez 1000 livres à payer, que faites-vous ? » ?»« Je n'ai jamais 1000 livres à payer, répliqua d'Artagnan. »« Encore ? S'écria Colbert irrité. « Encore ? Si vous aviez un paiement à faire, ne payeriez-vous que ce que vous devez ? » ?»« Cela ne prouve qu'une chose, dit d'Artagnan, c'est que vous avez vos habitudes particulières en comptabilité, tandis que M. Fouquet a les siennes. Les miennes, monsieur, sont les bonnes. Je ne dis pas non. Et vous avez reçu ce qu'on ne vous devait pas. » L'œil de d'Artagnan jeta un éclair. « Ce qu'on ne me devait pas encore, voulez-vous dire, monsieur Colbert, car si j'avais reçu ce qu'on ne me devait pas du tout, j'aurais fait un vol. » Colbert ne répondit pas sur cette subtilité. « C'est donc 15 000 livres que vous devez à la caisse, dit-il, emporté par sa jalouse ardeur. « Alors vous me ferez crédit, répliqua d'Artagnan avec son imperceptible ironie. « Pas du tout, monsieur. »« Bon, comment cela ? Vous me reprendrez mes 3 rouleaux, vous ? Vous les restituerez à ma caisse. Moi ? Ah, monsieur Colbert, n'y comptez pas. Le roi a besoin de son argent, monsieur. Et moi, monsieur, j'ai besoin de l'argent du roi. Soit, mais vous restituerez. Pas le moins du monde. J'ai toujours entendu dire qu'en matière de comptabilité, comme vous dites, un bon caissier ne rend et ne reprend jamais. Alors, monsieur, nous verrons ce que dira le roi, à qui je montrerai ce bordereau, qui prouve que M. Fouquet non seulement paie ce qu'il ne doit pas, mais même ne garde pas quittance de ce qu'il paie. « Ah, je comprends, s'écria d'Artagnan. Pourquoi vous m'avez pris ce papier, monsieur Colbert ?» Colbert ne comprit pas tout ce qu'il y avait de menace dans son nom prononcé d'une certaine façon. « Vous en verrez l'utilité plus tard, répliqua-t-il en élevant l'ordonnance dans ses doigts. « Oh !» s'écria d'Artagnan en attrapant le papier par un geste rapide. « Je le comprends parfaitement, monsieur Colbert, et je n'ai pas besoin d'attendre pour cela. » Et il serra dans sa poche le papier qu'il venait de saisir au vol. « Monsieur, monsieur !» s'écria Colbert. « Cette violence !»« Allons donc. Est-ce qu'il faut faire attention aux manières d'un soldat ?» répondit le mousquetaire. « Recevez mes baise-mains, cher monsieur Colbert. » Et il sortit en riant au nez du futur ministre. « Cet homme-là va m'adorer, murmura-t-il. C'est bien dommage qu'il me faille lui fausser compagnie. »